Bonsoir à tous nos auditeurs et à nos téléspectateurs du monde entier et bienvenue à cette quatrième conférence de l'Université rurale de la Cologne, quatrième conférence de l'année 2020-2021. Nous sommes toujours, en raison des conditions sanitaires, en distanciel, mais rassurez-vous, dès que nous en aurons la possibilité, nous reviendrons dans des circonstances plus classiques, dans des conditions plus classiques, dans la salle des fêtes de Tincourt-Boucly, et nous accompagnerons la conférence par une retransmission simultanée. Alors, la première partie de la conférence Histoire qui avait été donnée le 29 janvier dernier par Anaïk a rencontré un grand succès, puisque sur la page Facebook de l'Université rurale de la Cologne et sur la chaîne YouTube Tincourt TV, nous avons à peu près 1500 vues, 1500 personnes qui ont regardé la première partie de la conférence d'Anaïk Vauthier. Alors c'est un grand succès qui nous fait très plaisir à l'Université rurale de la Cologne et surtout un grand succès pour la conférencière Anaïk, que je félicite parce que beaucoup de gens ont été intéressés par ce qu'elle a pu faire. Donc, je vais laisser la place à notre conférencière Anaïk Vauthier. Nous avons bien aimé la première partie et je pense que nous allons adorer la deuxième partie de la conférence Histoire sur le passé industriel de Roisel. À vous, Anaïk, et bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour voyager à nouveau dans le passé industriel de Roisel. Avant d'aborder le thème de l'évolution du bâtiment industriel situé chemin de Longavesnes, je voudrais effectuer un petit retour sur la conférence précédente. D'une part, pour combler des oublis, et d'autre part, pour vous faire profiter de documents intéressants qui ont été mis à ma disposition par des particuliers récemment. D'abord, le premier oubli. Je vous ai parlé d'une seule des origines des gisements phosphatés, l'origine volcanique. Mais cette origine est mineure par rapport à une autre origine. En effet, en grande partie, les gisements phosphatés proviennent de la décomposition des parties molles des animaux marins, mais parfois même des animaux terrestres. Nous sommes au Crétacé supérieur. Il débute il y a 100 millions d'années environ et il se termine il y a 65 millions d'années. Les dinosaures étaient encore présents, mais plus pour longtemps. À cette époque, dans l'Atlantique Nord, on pouvait trouver, à titre d'exemple, des mosasaurus qui étaient des sortes de lézards, de reptiles marins, dont la taille pouvait varier de 1 mètre à 18 mètres et pesait jusqu'à 15 tonnes. On pouvait aussi trouver le mégalodon, qui à l'âge adulte pouvait aussi atteindre 18 mètres. Il se nourrissait de grandes baleines, était constitué de cartilage, d'où une absence de fossiles. On n'en a retrouvé que les dents. Tout cela pour vous montrer que l'accumulation des parties molles de ces gros animaux pouvait donner parfois des gisements phosphatés très importants. Les parties dures, quant à elles, squelettes et dents, se fossilisaient et on peut retrouver ces fossiles parfois à l'état intact, parfois désarticulés s'ils avaient subi des bouleversements de terrain. C'est dire aussi l'importance des gisements de phosphate pour la paléontologie, la science qui est fondée sur l'étude des fossiles. Je vous avais également signalé que nous importions notre phosphate du Maroc, mais j'avais oublié de mentionner l'Algérie. Justement, à propos du Maroc, le gisement de Kourigba couvre une surface de 100 km sur 80 km. Des paléontologues de divers pays viennent travailler dans les gisements de phosphate. Et en 1997, l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, a signé une convention avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris pour que nos paléontologues puissent travailler avec leurs collègues marocains, mais il est entendu que les découvertes restent la propriété du Maroc. Il est fréquent encore de faire des découvertes importantes de fossiles de grands animaux au Maroc. Voici un plan des industries de Roisel que nous avions évoquées la dernière fois. Des personnes m'ont dit avoir eu des difficultés à les situer. Donc, si vous fréquentez la déchetterie de Roisel, je pense que pour la plupart vous la connaissez, eh bien, en 1 se situe l'usine dont nous allons parler tout à l'heure, c'est-à-dire le bâtiment industriel du chemin de Longavesnes. En 2 se situaient les usines de superphosphate et d'engrais. En 3, nous avions la sucrerie
et en face de la sucrerie, nous avions la conserverie. Voilà pour la situation de ces bâtiments industriels. Sur ce document, très intéressant, nous avons les chantiers d'extraction des phosphates à Hargicourt. Dans la dernière conférence, comme je n'avais pas de document concernant le canton, je vous avais montré un site d'extraction dans l'Aisne. Mais là, nous avons un site d'extraction à Hargicourt, donc tout près de chez nous, à 8 km de Roiselle environ. Et ce site est vraiment étonnant par sa surface, par son envergure, et il est très intéressant parce que on voit les différents niveaux d'extraction. Tout en bas, on voit une sorte d'avancée au premier niveau, comme une espèce de toit, et de chaque côté, on voit des troncs d'arbres. Eh bien, nous avons là en bas l'entrée dans une galerie. Les galeries étaient horizontales. Elles pouvaient aller parfois jusqu'à 20-25 mètres de profondeur. Et il y avait, m'a-t-on raconté à Temple-la-Fosse, des scieurs de long qui étaient là en permanence et qui sciaient les troncs d'arbres pour pouvoir étayer les galeries de façon à ce qu'elles ne s'effondrent pas. Si vous regardez au deuxième niveau, vous voyez des personnages et vous pouvez comparer la taille des personnages par rapport au site d'extraction, qui est vraiment immense. Au niveau supérieur, vous avez deux personnages qui encadrent un wagonnet. Je vais vous parler après de ces wagonnets. Et tout en haut, vous avez l'usine qui domine le site d'extraction. Vous voyez que l'on devait accéder d'un niveau à un autre par des échelles, ce qui n'était certainement pas très sécurisant. Donc, je voulais vous parler de ces wagonnets. On les verra mieux tout à l'heure, mais je vais vous en parler là parce qu'on voit quand même les petites voies ferrées qui permettaient de pousser ces wagonnets et de les faire avancer. Soit c'était une traction à la main, soit parfois il y avait des animaux qui tiraient et par la suite il y a eu une locomotive. Alors, ces wagonnets s'appellent des décovilles. Je pense qu'il est intéressant de développer un peu l'histoire de ces wagonnets parce que leur création est étroitement associée à la betterave. Armand de Coville s'installe dans le sud de Paris pour y cultiver la betterave en 1850. Lorsque son fils Paul lui succède, en 1871, la petite ferme familiale s'est métamorphosée en une propriété de plusieurs centaines d'hectares. À l'automne 1875, la récolte est exceptionnelle. Elle est très abondante, mais des pluies diluviennes entravent leur ramassage. Il faut cependant agir vite avant l'arrivée des premières gelées, et Paul a l'idée d'utiliser des barres de fer posées sur des traverses ou en fer plat, facilement démontables et transportables, sur lesquelles peuvent circuler des wagonnets remplis de betteraves et qui se jouent de la boue et de l'eau. Le chemin de fer portatif vient de naître et ce qui ne devait être qu'une solution provisoire pour sauver les récoltes va devenir 2 années plus tard l'activité unique de l'ancienne exploitation agricole. Paul a en effet perfectionné son chemin de fer portatif en modifiant notamment l'écartement des voies de 40 à 50 puis finalement 60 cm. Au départ, les wagonnets étaient tractés à la main puis par des chevaux. Par la suite, de petites locomotives firent de Decoville un véritable chemin de fer. Connue dans le monde entier, cette société créée en 1875 fut l'un des fleurons industriels français à partir des années 1880 et jusque dans les années 1970. On utilise ces wagonnets dans les exploitations minières, comme ici les phosphates, mais aussi industrielles, et aussi dans la desserte d'ouvrages militaires. On utilisa massivement les Decoville pendant la Première Guerre mondiale. Par la suite, la société s'est diversifiée dans le chemin de fer normal, les cycles et l'automobile. Nous avons là des documents qui intéressent principalement Hargicourt. Le document de gauche, tout à fait à gauche,
on m'a signalé à cet endroit-là le départ d'un téléphérique. Sur ce téléphérique se déplaçaient des wagonnets et on chargeait donc les phosphates dans ces wagonnets et on les emmenait d'Hargicourt jusqu'à Temple-le-Guérard. Sur le document de droite, vous voyez une usine de phosphate, c'est tout à fait différent, Hargicourt, et en bas, un document intéressant aussi, tout à fait à droite, on voit un bassin de décantation. Il y a plusieurs opérations dans le fait de traiter les phosphates. Et il y avait une opération, la première opération, c'était le lavage. Mais lorsqu'on lavait les phosphates, on évacuait ces eaux de lavage qu'on appelait des lavures en picard vers ces bassins de décantation parce qu'il y avait de la craie, il y avait du sable, et il y avait encore des phosphates, un pourcentage de phosphate intéressant et de la magnésie. Et toutes ces choses-là se déposaient au fond des bassins de décantation et les cultivateurs pouvaient par la suite venir chercher ce matériau pour pouvoir l'épandre dans les champs. Voici le chantier de phosphate de Temple-la-Fosse. Pardon, excusez-moi, de Temple-le-Guérard, entre les deux, Temple-le-Guérard. C'est une amie qui, à l'époque, avait 12 ans. En 6e, on lui avait demandé au lycée de faire un exposé sur sa commune. Et cette personne-là avait pris, donc, à l'époque, le chantier d'extraction de phosphate de Temple-la-Fosse. Ici, usine de phosphate à Hargicourt. Donc vous voyez que ce sont des bâtiments, on va les retrouver dans les différentes communes, ce sont des bâtiments de tôle qui n'ont aucun intérêt esthétique. On se demande même parfois comment ça peut tenir. Alors là, nous sommes à Temple-la-Fosse. Nous avons changé. Tout à l'heure, on était à Temple-le-Guérard, Hargicourt. Nous sommes à Temple-la-Fosse. Vous voyez écrit à droite, engrais composés Pierre Linné, notre pays ne manquerait pas de blé. Avec les engrais, il manque. Avec les engrais composés Pierre Linné, notre pays ne manquerait pas de blé. Je vous avais dit, je crois, la dernière fois, que Pierre Linné s'était installé à Temple-la-Fosse. Et donc, il avait photographié soit l'intérieur de l'usine, soit l'extérieur, des vues de l'extérieur, et il avait utilisé ces vues pour en faire en fait des photos publicitaires. C'est pour ça qu'en haut sont écrits ces textes qui font la publicité des engrais Linné. Nous revenons sur Temple-le-Guérard. En haut, nous avons l'usine qui a été reconstruite après la destruction de la guerre 14-18. Donc, on nous dit que l'usine est dotée d'appareils de broyage, de séchage, de mouture et de pesage. Elle est pourvue de moyens de manutention robustes. Le traitement des craie phosphatées comprend 3 phases, le broyage, le lavage, le séchage, le blutage et la mise en sac. En dessous, toujours à Temple-le-Guérard, vous avez un alignement de Decauville, les petits wagons dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, toujours à Temple-le-Guérard, l'intérieur de l'usine Pierre Linné. Les phosphates agricoles purs provenant des craies phosphatées sont supérieurs à ceux obtenus par mélange. J'arrive pas bien à voir. Là, c'est l'atelier de mouture, même chose, une carte publicitaire. Il y avait quand même de grosses machines. Alors là, il y a une série de 3 documents qui sont très intéressants. Ça se passe pendant la guerre 14-18 à Temple-la-Fosse. Vous voyez les Allemands qui sont en train de collecter du matériel agricole et des chevaux pour les emmener en Allemagne. Ils ont commencé à démonter l'usine. Là, c'est la même vue sous un autre angle. Et là, l'usine est détruite. Donc, nous sommes à Temple-la-Fosse. Là, c'est la gare de Temple-le-Guérard. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait une petite gare, qu'il y avait un petit train qui partait d'Hargicourt, qui s'arrêtait à Temple-le-Guérard et qui allait jusqu'à Roiselle et qui aboutissait quasiment dans les usines de superphosphate. Donc, voilà une vue de cette gare.
Là, ce sont des ouvriers qui travaillent dans les phosphates. C'est l'heure de la pause. Ça, c'est Temple-le-Guérard. Alors là, voilà, ils sont en train de charger à la pelle, ils sont en train de charger les Décauville, un Décauville. Même chose, un Décauville, vue de profil. Ici, c'est l'usine de Temple-le-Guérard qui a été reconstruite. Donc, nous allons aborder l'historique du bâtiment situé chemin de Logavenne, qui fut d'abord une blanchisserie, la blanchisserie du nord de la France à Roiselle. Nous avons connaissance d'un acte notarié datant de 1899, selon lequel une société anonyme a acheté des terrains à Roiselle pour la construction d'une usine à usage de blanchisserie sous la raison sociale blanchisserie du nord de la France. Nous possédons ce document, c'est l'entête du papier à lettres de la société. Qu'est-ce qu'on y voit? D'abord, on y voit un bâtiment immense, des bâtiments immenses, avec au premier plan une façade très architecturée. Donc, blanchisserie du nord de la France. Et il y avait beaucoup de sociétés qui, à l'époque, prenaient une vue cavalière de son usine et l'intégraient dans la partie haute du courrier, dans l'entête. Donc, ici, nous avons une vue de cette usine en 1911, mais on ne voit que la partie la plus travaillée. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que quand même, c'est une belle usine. C'est une usine comme on en faisait à la fin du XIXe siècle et comme on n'en a pas refait vraiment après, parce qu'à la reconstruction, on est allé au plus fonctionnel. Alors, une autre vue de l'usine complètement différente. Vous voyez la partie haute architecturée qui se trouve à l'arrière-plan, et là, on a ce qu'on appelle une architecture à shed. Alors, qu'est-ce qu'une toiture en shed? C'est une toiture en dents de scie qui est formée d'une succession de toits à deux versants de pentes différentes. Le plus court était généralement vitré et exposé au nord pour un éclairage plus régulier et couvrait souvent un atelier industriel. L'apparition du shed est directement liée à la révolution industrielle du XIXe siècle. On avait besoin de grandes surfaces éclairées pour les ateliers à une époque où l'éclairage électrique est encore rare. Les architectes ont donc pensé à cette solution. Voilà ce que l'on disait de cette usine dans le Guetteur de Saint-Quentin, un journal local en date du 17 octobre 1901. Tout le monde est unanime pour constater que cette usine est un véritable joyau d'architecture et que rien n'a été négligé pour l'hygiène et la sécurité des ouvriers. Que faisait-on dans cette usine? J'émets une hypothèse. Je ne sais pas si elle est bonne. Je l'émets par rapport à une autre blanchisserie sur laquelle j'ai trouvé un peu plus de renseignements. Il est fort probable qu'on y traitait des fils ou des tissus de coton ou de soie, en les lessivant à chaud dans une solution savonneuse afin de pouvoir tisser pour le fil et teindre pour les tissus. Pour la soie, il fallait débarrasser le fil de la séricine, la matière qui entoure le fil de soie. Ceci est une hypothèse que j'ai déduite du travail d'une autre blanchisserie de l'époque. Le 18 décembre 1905, donc très peu de temps, à peine 6 ans après sa création, cette blanchisserie est mise en vente par adjudication. Pourquoi une durée de vie aussi courte pour cette usine? Jean-Paul, mon assistant technique, a trouvé un article dans le Guetteur de Saint-Quentin, toujours la même source, signalant en 1902 une série d'attentats à la blanchisserie de Roiselle, mais aussi à la maison de représentation de la même société à Saint-Quentin. Nous n'en savons pas plus pour le moment. Cette usine a été revendue en 1906 à un négociant de Bohain. Et le 16 mai 1906, elle est à nouveau revendue à M. Jules Laflèche, négociant à Paris.
Jules achète l'usine, les terrains ainsi que l'embranchement de chemin de fer qui reliait l'usine au chemin de fer de la Compagnie du Nord et y installe l'usine de tissu élastique La Flèche que les Roiseliens appelaient communément la caoutchouterie. Cette maison avait été fondée à Paris en 1840. Elle fut reprise par Jules La Flèche en 1870. Elle a pour objet la fabrication et la vente de tissus élastiques, de bretelles, de jarretelles, de ceintures, etc. au départ. Elle élargira sa production par la suite. En 1898, la société est au 48 boulevard de Sébastopol, à cheval sur le 3e et le 4e arrondissement de Paris, pour la vente, et au 168 boulevard de Charonne, 11e et 20e arrondissement, pour la fabrication. Cela pour Paris. Pas facile de travailler dans ces conditions sur 2 sites. Jules La Flèche a 3 fils, Henri, René et Pierre, qu'il intégrera progressivement dans sa société. Ce sera d'abord le tour d'Henri. La raison sociale de la société sera alors Jules La Flèche et compagnie en 1898. Voici une photo de la famille La Flèche avec au premier plan, assis, M. Jules La Flèche et à gauche, son premier fils, Henri. C'est une photo de famille qui est assez pâle, qui m'avait été fournie à l'époque par la famille, mais je voulais quand même vous montrer l'aspect, le physique de Jules La Flèche, puisque c'est lui qui a quand même créé par la suite cette usine à Roisel. Le soldat qui se trouve le 4e à partir de la gauche est Henri La Flèche, au moment de son service militaire. Ici, nous avons René. René se trouve sur le premier document en haut à gauche avec la petite barbichette blanche. Je sais que les ouvrières disaient, à l'époque, quand on voyait arriver barbichette blanche, on se tenait à carreau. Et en dessous, c'est la famille de René devant la maison où elle a vécu très longtemps, cette famille. Et donc, René est assisté de son épouse, de ses 4 filles et d'un de ses fils. Son épouse était une demoiselle Museux de Marquet, pour l'anecdote. Voici l'usine. Une fois que La Flèche s'est installée, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de personnel et vous remarquez toujours la partie architecturée de la façade qui nous fait face. Alors ici, j'ai trouvé ce document intéressant, non pas pour l'usine La Flèche, mais parce que je pense qu'elle est prise de l'usine de superphosphate. Donc l'usine de superphosphate serait au premier plan et au fond, on voit la cheminée et vaguement l'usine. Mais c'est surtout pour que vous voyez au premier plan l'usine de superphosphate avec les ouvriers, les petits bâtiments et la gare. On voit la gare aussi, on voit les trains là derrière. Voilà, donc en 1906, Jules décide de transférer la fabrication du 168 boulevard de Charonne dans le bâtiment de la blanchisserie qu'il vient d'acheter. La maison La Flèche possédait un important matériel de fabrication de tissus et de lacets élastiques, comme vous pouvez le voir sur ces 2 documents. Donc à gauche, ce sont les tissus et à droite, ce sont les lacets. À l'époque, elle était équipée en 1910 de 80 grands métiers de tissage et de 15 000 fuseaux pour la fabrication des lacets élastiques et faisait ainsi partie des plus importantes maisons dans l'industrie des tissus élastiques en Europe. À Roisel, non seulement La Flèche fabriquait ses articles, mais il avait aussi un atelier de réparation des machines et un atelier de construction des métiers spéciaux indispensables à ce genre d'industrie qui est exclusivement française et peu répandue. Les matières premières
étaient des soies naturelles et artificielles du coton et de la gomme. Alors, je vais vous montrer. Pour l'anecdote, je vais vous dire qu'en 90, quand j'ai travaillé sur le passé d'Oiselle, j'ai vu une dame, qui n'est plus là malheureusement, Marie Fessier, qui à l'âge de 13 ans avait travaillé à la caoutchouterie. Et Marie m'avait donné son livret des enfants, parce qu'elle n'avait pas tout à fait le droit de travailler, donc elle m'avait confié son livret d'enfants qui travaillaient, et elle m'avait donné une boîte avec des tas d'échantillons d'élastique. Et à l'époque, Gérard Lenain m'avait fait un superbe tableau. Et il y a quelque temps, j'ai fait des travaux chez moi, j'ai décroché le tableau et il m'est impossible de le retrouver. Donc heureusement, Marie m'avait donné une bonne quantité d'échantillons. Donc j'ai refait moi-même ce tableau pour vous montrer la diversité des élastiques qui étaient produits. Mais c'est une petite partie, hein, c'est un petit échantillonnage. Et je peux vous dire que quand je les ai manipulés, alors que ces élastiques, ces tissus élastiques ont quand même pas mal d'années, eh bien, ils sont encore bien élastiques. C'est quand même la preuve que c'était une société qui travaillait bien et qui, surtout, apportait de la qualité à son travail. Vous voyez l'échantillonnage. Donc là, c'était principalement pour les sous-vêtements de femmes, je pense. Il y avait des choses pour le sport, il y avait des choses pour les ceintures. Ici, donc, ce sont les lacets, donc des lacets élastiques, de lacets en coton. Et ici, ce sont des élastiques très fins. Et ici, donc, bobines de soie et bobines de coton. Alors, d'où venaient ces matériaux ? Il est possible que l'approvisionnement en soie provienne de Sailly-Saillizel, où un voyageur note en 1900 « À Sailly-Saillizel, les femmes sont occupées au dévidage et à l'ourdissage de la soie. » Quant à la gomme arabique, qui entrait dans la composition des caoutchoucs, on l'appelle aussi gomme d'acacia. Elle est produite par un arbre qui s'appelle l'acacia sensu, qui pousse en Afrique dans la bande sahélienne, Sénégal, Mali, Nigeria et surtout au Soudan. Au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne et la France transformaient en Europe la gomme qu'ils importaient de leurs comptoirs situés sur les côtes africaines. Actuellement, le Soudan est le premier pays producteur de gomme arabique. Le coton pouvait prévenir quant à lui d'Égypte, des États-Unis ou d'Algérie, car à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, le gouvernement français avait encouragé la culture du coton en Algérie. Les produits étaient écoulés sous les marques suivantes : la fléchette, la flèche accompagnée d'un logo, Tropique, Sagila, les majuscules L et F traversées d'une flèche, Maximum, Gulfstream et Estival. Que produisait-on ? Des produits utilisés à cette époque, des jartelles, des gaines, des articles de sport, des genouillères, des chevillères, des coudières, du tissu élastique hygiénique, du caoutchouc en toute largeur, de toutes couleurs, et des sandoses aussi pour l'aviation civile. En 1908, Jules proroge la durée de la société de 20 ans et s'adjoint un autre associé, son fils René. La raison sociale devient La Flèche, Frères et compagnie. En 1915, le troisième fils, Pierre, est associé. Les principaux acheteurs de cette fabrication réputée pour sa qualité étaient naturellement les grands magasins de Paris, de la région parisienne, mais aussi les ateliers de bonnetterie de Troyes. Au moment de la mobilisation en 1914, l'installation de la fabrication des tissus élastiques était donc terminée et l'usine était en pleine activité. Non seulement les Laflèche avaient transféré le matériel de la rue de Charonne à Paris, mais ils l'avaient aussi augmenté par l'acquisition de machines et de métiers neufs. Ils avaient aussi construit de nouveaux locaux, leur permettant l'installation d'un atelier de mécanique et de montage de métiers spéciaux. L'usine employait alors
250 personnes. Je vous ai montré le document avec le personnel tout à l'heure. En août 1913, on avait reconstruit une cheminée de 40 mètres de haut, d'1,70 m de diamètre intérieur, car la précédente avait été détruite par la foudre en mai 1913. Le fonctionnement de l'usine fut arrêté à la mobilisation le 1er août 1914. Le 17 août 1914, les Allemands entraient à Roiselle. Ils séjournaient jusqu'au 13 septembre. Forcés de reculer pendant quelques jours, ils revinrent le 23 septembre et s'installèrent définitivement dans le pays. Jules décède en 1917. Pierre et René sont en captivité. Pendant ce temps, Henri et un ami s'occupent des affaires courantes. Ils envoient une partie du matériel et une partie du personnel à Port-Marly, dans les Yvelines, près de Saint-Germain-en-Laye, où les Laflèche possédaient une autre usine. Donc voilà le personnel à Port-Marly. La personne sur laquelle il y a une petite croix, c'est René Laflèche, qui est certainement venu à ce moment-là. Mais il y a certainement des personnes de Roiselle sur ce document, mais je n'en ai jamais su plus. Donc l'usine est occupée dès le début de la guerre et elle sert à diverses installations. Ce fut d'abord un hôpital, puis un cantonnement d'infanterie. Et en janvier 1915, elle sert de boulangerie tout le temps de l'occupation. Pour l'organisation du service de la boulangerie, le stockage du blé, du ravitaillement, l'autorité ennemie fit mettre tous les grands métiers dans la cour après en avoir tiré le cuivre et les autres matériaux. En septembre 1915, les locaux accueillirent une nouvelle compagnie. Cette fois, ce sont les métiers à lacets qui rejoignirent dans la cour les grands métiers à tisser. Tous furent systématiquement détruits sans récupération possible que la ferraille. Les bâtiments de l'usine furent dynamités en mars 1917 lors du repli de la ligne Hindenburg. Je vous avais expliqué cet événement à propos des usines de superphosphate qui avaient été détruites aussi. Alors voilà donc la caoutchouterie détruite. On voit la partie avec la façade architecturée et en bas, on voit les sheds. Le dossier de dommages de guerre fut constitué en 1922 et l'usine fut reconstruite à partir de 1923. René et Pierre reprennent la direction de l'usine en 1924 sous l'intitulé « Les établissements Laflèche et Frères ». La maison a continué à suivre une marche ascendante et s'est attachée à augmenter la production. On a cependant transporté la vente du 48 boulevard de Sébastopol au 69 rue de Réaumur. Et là, vous voyez le personnel devant le 69 rue de Réaumur. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est le personnage qui est devant et qui est habillé en cycliste et qui a un vélo et qui fait à la fois du sport et la publicité pour Laflèche, puisque c'est écrit Jules Laflèche et fils, 69 rue de Réaumur. Vous remarquerez que derrière, le personnel s'est mis sur son 31 pour l'occasion. Donc, la maison Laflèche exposait lors des expositions universelles et internationales, et elle fut de nombreuses fois récompensée par des médailles d'or, d'argent, de bronze en France et à l'étranger. Par exemple, elle a obtenu le Grand Prix à Paris en 1931. Elle a obtenu une médaille d'or à Paris en 1937. C'est aussi une maison qui pouvait faire preuve d'innovation. Elle a créé, pour une exposition universelle et internationale, des appareils extenseurs pour les amateurs d'exercice physique qui n'ont pas à leur disposition les agrès des salles de gymnastique. La caoutchouterie Laflèche survivra péniblement pendant une petite quinzaine d'années. Elle vivra les événements de 1936 où elle devra affronter des mouvements de grève. Les ouvriers qui feront grève seront renvoyés et seront récupérés par M. Drancourt qui les emploiera pour la campagne de poids de 1936. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, elle sera liquidée en 1960 sans dette et avec un petit pécule.
l'effectif était de 250 personnes en 1923, elle est de 50 personnes en 1958. Voilà. Une petite anecdote aussi concernant la famille Laflèche. Une des petites filles de René Laflèche, Brigitte Maillard, est chanteuse, autrice, compositrice et poétesse. Et vous pouvez la voir sur les réseaux. Nous allons maintenant passer à la faïencerie de Picardie Pierre Motton et compagnie. Donc, après la caoutchouterie, l'usine de tissu élastique, c'est une faïencerie qui s'est installée dans ces locaux. Depuis 1701, la famille Motton était installée dans la Drôme et fabriquait des pipes en terre en utilisant des kaolins. Le kaolin, c'est une argile blanche, friable, à la base de la fabrication de la porcelaine, entre autres. Alors, voici des pipes en terre qui ont été réalisées par la famille Motton aux environs des années 1700. Alors, une anecdote à propos de ces pipes en terre. En 2005, j'ai fait une exposition sur la faïencerie Motton et il y a un collectionneur qui est arrivé et qui a présenté à Jean Motton une partie de sa collection de pipes. Et dans sa collection, il y avait des pipes de la famille de Jean Motton. Et Jean était vraiment très étonné de voir qu'il y avait des pipes de ses aïeux dans la collection de cet homme-là. Donc, nous arrivons à Pierre Motton. En 1911, Pierre Motton, qui est né en 1893, voici Pierre Motton, reprenait le métier céramique de ses aïeux en travaillant tout d'abord le grès blanc. Le grès, c'est une roche sédimentaire de grande dureté qui sert à la poterie. Et cela, près de Saint-Uz et Saint-Vallier, toujours dans la Drôme. En 1919, après la guerre, il se spécialise dans la fabrication de porcelaine électrotechnique. La porcelaine étant un excellent isolant, on l'utilisait alors pour fabriquer des isolateurs pour les lignes télégraphiques, entre autres. Et il dirige ainsi l'usine Thomson de l'île-les-Quins. En 1927, il est désireux d'ouvrir son champ d'action au domaine de l'art. Il se rend acquéreur de l'atelier de céramique installé à Montières-les-Amiens depuis 1917 et il fonde sa propre société, Pierre Motton et compagnie. Dès lors, il peut donner libre cours à son esprit de création dans les ateliers de Montières et y insuffler un renouveau technique et artistique avec le concours d'artistes de renom. Dans les années 1917-1925, cet atelier produisait des pièces qui alliaient la technique des émaux irisés à celle des émaux cloisonnés. Parfois, un décor alors était appliqué à main levée. Alors, à gauche, vous avez les émaux irisés. Quand je vous parle d'application d'or sur certaines poteries à main levée, c'est ce qui concerne la poterie qu'on appelle la potiche à l'aigle. Et là, nous avons des émaux cloisonnés. À son arrivée, Pierre Motton limite la technique des émaux irisés pour utiliser des émaux unis, mat ou brillants, de couleurs variées. Les fonds à craquelures blanches apparaissent. Pierre Motton permet l'exportation de la céramique de Montières vers les États-Unis, mais essuie des revers malgré une médaille d'or obtenue à l'exposition internationale de 1937. Ces modèles relèvent de la période Art déco 1925-1935. Nous sommes en pleine période Art déco avec des motifs géométriques. Et vous voyez la différence de travail entre ce qui était fait précédemment avec les émaux irisés, les émaux cloisonnés et la nouvelle technique mise au point par Pierre Motton qui s'était vraiment inspiré de son époque.
Alors, il avait nommé sa poterie Génaud du prénom. Ils étaient inspirés du prénom d'une de ses filles qui s'appelait Geneviève et dont la racine latine était Génaud. En 1938, l'atelier de Montières ferme ses portes. Il faut savoir que cet atelier de Montières a été très très important. Il y a eu des productions exceptionnelles et dans les intérieurs bourgeois d'Amiens, il était de mise de posséder une poterie ou une potiche de Montières. Encore maintenant, elles sont tricotées. On en trouve quelquefois exceptionnellement, mais elles sont tricotées. Alors, que fait Pierre puisque cet atelier est fermé? Il s'installe à Sèvres, en face de la célèbre manufacture. Aussitôt prend naissance une nouvelle fabrication de faïences d'art orientée sur le service de table et la décoration utile de la maison. Donc on voit arriver progressivement ce qui va se passer à Roiselle. Les événements liés à la Seconde Guerre mondiale portent de sombres coups à la marche de la petite usine de Sèvres qui a été soufflée par les bombardements alliés sur Boulogne-Billancourt. En 1942, Pierre Motton est contraint de transplanter provisoirement ses ateliers à Saint-Cloud dans une vieille imprimerie désaffectée. En 1960, une expropriation bienvenue après des années difficiles lui permettra de revenir en pays de Somme, à Roiselle, et d'y établir sa nouvelle et dernière usine en employant jusqu'à 90 personnes sous la direction de son fils Jean. Voici Jean Motton. Jean est décédé il y aura 2 ans au mois de mai. Ces fabrications vont considérablement progresser et évoluer. C'est ainsi que s'élaborera au fil des années une collection importante et prestigieuse de services de table de qualité en faïence dite stanifère blanc rosé. Stanifère qui signifie qui obtient de l'étain. L'émail est assez opaque mais laisse toutefois apparaître les reliefs ou dessins des formes, ce qui en soi est déjà un décor. Cette finesse du produit est en fait le mot-ton recherché pour dresser les plus belles tables. Les décors innombrables, appliqués sur émail avant cuisson et cuits avec lui à 980 degrés, sont de ce fait inaltérables et ne présentent aucune aspérité. Les décors peints à la main reflètent la personnalité de chaque décorateur et sont signés de ses initiales. La gamme des services de table proposés à la clientèle est large et diversifiée, de style reprenant des modèles 18e et 19e siècle ou plus dépouillés, voire contemporains, mais toujours artistiques. Alors, je vais vous montrer des échantillons que je vous ai ramenés. Il faut savoir que le service phare, je vais peut-être une... Voilà. Voici une table qui est dressée avec le service phare de la faïencerie Motton. C'est le service à la rose. Donc, des assiettes creuses, des assiettes plates, une soupière avec un plat en dessous. Et vous remarquerez sur le couvercle de la soupière le moyen de préhension. C'était un petit bouton de rose avec 2 feuilles vertes de chaque côté. Et sur différents éléments, un moutardier par exemple, on avait le petit bouton de rose pour pouvoir enlever le couvercle du moutardier. Donc voici une table dressée avec le service à la rose. Beaucoup de gens ont ce service à la rose et ne s'en sont pas séparés. C'est toutefois un service fragile parce que, à l'époque, le lave-vaisselle n'était pas arrivé sur le marché. Et cette vaisselle n'acceptait pas le lave-vaisselle. Et si on la lavait plusieurs fois au lave-vaisselle, elle se fendillait. Et moi, j'ai vu parfois sur des brocantes des services ou des assiettes qui étaient toutes fendillées parce que les gens l'avaient passé au lave-vaisselle. Je peux vous dire que moi, j'ai le service à la rose. Je me le suis acquis à partir de l'âge de 15 ans avec des économies pendant 5 ans. J'ai mis des économies de côté pour pouvoir me le procurer, mais quand je le sors, je le lave toujours à la main. Je vous ai apporté quelques éléments. Alors, voilà jusqu'où Motton pouvait pousser le raffinement de sa vaisselle. Je vous ai montré le service à la rose. Vous voyez le dessous de plat. Le dessous de plat était harmonisé avec le service à la rose.
je vous parlais du petit moutardier. Voilà, le petit moutardier avec le petit bouton pour prendre le couvercle. Je vais aller tout doucement parce que je n'ai pas envie de casser. Voilà. Je vais vous montrer d'autres décors. Des décors très légers, très aériens, avec des fleurs de champ. Un autre décor tout bleu. Là, je vous le montre pour les formes. De très jolies formes. Vous voyez, crantées, avec de très jolies anses. Et je ne pense pas qu'à la caméra, on puisse voir justement la transparence rosée de la faïence. Alors, un service que j'aime beaucoup aussi, qui est très contemporain, c'est le service Sophie. Il est composé d'un feston de demi-pastilles. Et ça, c'est un petit pot à crème. Voilà un saladier Sophie. Très belle forme aussi et très moderne. Une assiette du décor Sophie. Et une dernière tasse avec une très belle forme et toujours un petit décor champêtre. Voilà. Je vais quand même ranger pour me faire de la place. Voilà. Donc, cette faïence était reconnue comme la meilleure faïence de son époque. Elle figurera auprès des plus beaux cristaux et porcelaines parmi les grandes signatures des arts de la table dans les meilleurs magasins de la profession. La faïencerie a toujours eu à cœur d'adresser aux clients dépositaires de la marque Moton un article de qualité tant en France qu'à l'étranger. Europe, Amérique du Nord, Antilles, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Malheureusement, en 1971, la faïencerie, confrontée aux dures conditions économiques de l'après-68, cessera son activité et Pierre Moton cédera sa marque ainsi que ses techniques et quelques modèles, dont le service à la rose, aux faïenceries de Gien dans le Loiret, qui étaient mieux armées face aux nouvelles exigences d'exploitation. Mais Gien ne reproduira le service à la rose qu'avec des... Je crois que c'était ce qu'on appelait des décalcomanies. En fait, c'était des motifs qui étaient intégrés. Ce n'était plus un travail fait à la main. Gien a poursuivi la fabrication du Moton pendant quelques années avant de modifier ses propres fabrications. Donc, je vous ai dit, l'apparition du lave-vaisselle a été néfaste pour cette vaisselle qui se craquelait après plusieurs passages dans la machine. Alors, je pense que des personnes se souviennent que tous les ans, au mois de mai, chez Moton, il y avait une braderie. Et dans cette braderie, on trouvait du deuxième choix, ce qui pouvait permettre d'acheter, de s'offrir. Moi, c'est comme ça que je me suis offert le service à la rose, parce que le deuxième choix était nettement moins cher. Mais ceci dit, on cherchait vraiment à la loupe les défauts. Il fallait vraiment se pencher dessus de manière très attentive pour les trouver. Alors, en septembre 2005, j'ai organisé une exposition sur la faïencerie à l'espace jeunesse de Roiselle, où j'ai pu exposer de la vaisselle amenée par Jean, ma propre vaisselle et de la vaisselle prêtée par des particuliers. Ce fut l'occasion pour Jean de renouer avec Roiselle, qu'il avait quitté dans des circonstances difficiles, de retrouver des ouvriers heureux de le retrouver, mais aussi pour Jean et Thérèse de faire découvrir à leurs petits-enfants l'histoire de la faïencerie. Alors, ça, c'est un meuble que j'avais décoré pour pouvoir exposer la vaisselle.
Et en fait, j'avais récupéré des vieux meubles et j'avais décoré l'intérieur des meubles pour pouvoir y exposer la vaisselle. Et c'était vraiment très, très beau. Donc, à cette occasion, j'avais emprunté de la vaisselle à M. Claude Doublet de Roisel. Et lorsque j'ai voulu lui rendre, il m'a demandé de la proposer à un musée. Ce que j'ai fait, j'ai proposé à la conservatrice du musée d'Amiens qui m'a dit que la vaisselle irait dans les réserves. J'ai alors suggéré au maire et au conseil municipal de l'époque l'achat d'une vitrine afin d'y exposer cette vaisselle à la mairie de Roisel en tant que témoignage d'une production de luxe qui a existé à Roisel jusqu'en 1970. Pierre Motton avait même créé un service Roisel. Je dois avoir le petit document quelque part, mais c'était pas le... Voilà, je l'ai ici. C'est Thérèse Motton qui me l'avait envoyé, parce qu'elle a une assiette comme ça dans sa cuisine qu'elle avait exposée, donc elle l'a prise en photo et elle m'a envoyé une assiette qui fait partie du service Roisel. Alors voici un premier document qui est en fait une échelle de temps. Une personne m'avait dit qu'il serait souhaitable de faire une sorte de récapitulatif avec les années de naissance, si on peut dire ainsi, et la fin des différentes industries de Roisel. Donc l'usine de superphosphate et d'engrais à Roisel, 1890-1973, la conserverie Maurice Drancourt, Hesbécourt, 2 époques de conserverie, 1929-1933, ça s'est terminé en 1941, revendu à la conserverie coopérative agricole de Roisel de 1941 jusqu'à 1983, la sucrerie distillerie coopérative de Roisel, 1934-1968. Ici donc le fameux bâtiment industriel dont nous venons de parler, blanchisserie du nord de la France, 1899-1904, usine de tissu élastique La Flèche, 1906-1960, faïencerie Motton, 1960-1971, société Matifa, 1971-1987, ensuite 1987-2018, entreprise Villard, SHEP et Mobidécor. Alors, nous allons maintenant parler de la société Matifa, qui s'est installée donc dans les locaux de la faïencerie en 1971. La société Matifa est une société d'origine amiénoise qui a été créée en 1903 par Paul Matifa. Elle s'est installée à Roisel en 1971, donc dans les locaux laissés libres par la faïencerie. Sa production s'adresse aux collectivités publiques et privées, en particulier aux hôpitaux et aux cliniques. Elle est essentiellement métallique à l'origine. La fabrication a évolué avec les techniques et la naissance de nouveaux matériaux. Lamifié, acier inoxydable. C'est en septembre 1971 que fut implantée à Roisel, dans un atelier de 2000 m², la production des meubles en lamifié. C'est en 1974 que le transfert de la fabrication de meubles en bois massif fut décidé et la production commença en juin dans un second atelier de 1000 m². L'usine fonctionna d'abord avec un effectif très réduit, nécessité par la formation du personnel et la conduite de machines automatiques sous la direction de M. Michel. Le nombre de personnes employées était alors d'une trentaine en juillet 1974. Les principales tâches demandées à ce personnel étaient des tâches de réglage, de surveillance dans une sécurité absolue. 3 sortes de panneaux étaient employés à la fabrication des meubles, plaqués en lamifié. Des panneaux dits agglomérés, des panneaux en lamifié décor et des panneaux dits mélaminés. Il faut souligner l'originalité et le côté avant-gardiste et même écologique de l'installation de chauffage unique en son genre dans le nord de la France lors de son installation en 1971. Elle est basée sur l'aspiration puis la combustion des poussières et copeaux. Les poussières au point de travail des outils coupants étaient captées, aspirées par des ventilateurs centrifugés et transportées par des tuyauteries dans le silo à copeaux. Elles étaient reprises par une vis sans fin et transportées pneumatiquement.
les déchets étaient projetés à l'intérieur de la chambre de combustion de l'incinérateur où, brûlés, ils produisent la chaleur nécessaire au chauffage des ateliers. Aucune suie, aucune poussière n'est rejetée dans l'atmosphère. Voilà pour ce système de chauffage très original. L'usine d'Amiens continuait de produire les supports métalliques des meubles et l'assemblage de tous les panneaux se faisait à Amiens. Des milliers de panneaux de lits, tables de chevet, armoires et plateaux de table sont ainsi sortis de l'atelier roiselien. Mais face à une concurrence accrue par le marché international, la société Matifat allait connaître de sérieuses difficultés. Et en 1984, c'était un premier dépôt de bilan qui n'altérait pas fondamentalement le fonctionnement de la société, qui fut reprise alors en location-gérance par le groupe nordiste Beauvais. Le boom sur l'équipement hospitalier des années 50-70 avait vécu. En septembre 1987, un nouveau dépôt de bilan conduisait au licenciement des 129 salariés de l'entreprise, dont 33 pour l'usine de Roiselle. Malgré tout, le site de Roiselle avait encore des atouts à faire valoir, grâce à un outil de travail qui restait performant et à un savoir-faire indéniable de son personnel. Quelques semaines plus tard, le tribunal de commerce d'Amiens statuait favorablement pour la reprise de l'entreprise Matifat par l'entreprise Villard, dont le siège était à Coulennes dans la Sarthe. 13 salariés à Roiselle et 43 à Amiens, sur les 129 qui avaient été licenciés, retrouvaient leur emploi. L'entreprise devenait alors la Société d'équipement hospitalier de Picardie, la SEP, toujours sous le label Matifat. Grâce à la diversification apportée précédemment par les établissements Villard, axés sur l'équipement des cabinets des professions médicales et la production de sièges pour personnes handicapées, les commandes revenaient et quelques semaines plus tard, ce sont 25 salariés qui retrouvaient leur emploi à Roiselle. L'embellie dura une dizaine d'années et en 2008, l'usine d'Amiens fermait ses portes. Le site de Roiselle était alors racheté par la société Mobidécor sous la dénomination sociale des ateliers de Roiselle, tout en intégrant toujours la marque Matifat. Cette société poursuit la même production de meubles en bois pour les collectivités, mais aussi les maisons de retraite, les centres de loisirs et les écoles. Une vingtaine de salariés étaient encore en activité lors de la reprise du site. 10 ans après, il n'était plus que 5, quand Mobidécor déclara en 2018 la fermeture définitive de l'usine. Le groupe, possédant plusieurs usines en France, à Porte-les-Valences dans le 26, à Bausson dans le 42 et à Mâcon dans le 71, il y transféra la production roiselienne. Ainsi se termine l'existence de la société Matifat à Roiselle, l'un des leaders nationaux dans la fabrication de mobilier hospitalier à une certaine époque. Bien sûr, mon choix dans les industries est tout à fait personnel. Il y a d'autres industries à Roiselle qui ont vécu parallèlement à celles que je vous ai décrites, et il y en a à ce moment qui suivent un beau parcours, comme l'usine Miniken, par exemple. Souhaitons-leur une bonne continuation. Je voudrais d'abord vous remercier de votre attention, remercier l'Université rurale de la Cologne. Je voudrais remercier les sages, l'équipe technique, Frédéric, Valérie et Jérémy, mon assistant technique très compétent et toujours disponible, Jean-Paul de Berne, Carlo et Marcel de Temple-la-Fosse, Régis et Joël d'Argicourt, Colette de Temple-le-Guérard et Michel, Emmanuel et Joël de Crépy-en-Valois, Michel Souchon, qui m'a permis de reproduire quelques pages de son ouvrage, Marc pour son mémoire sur le canton, Patrick pour son travail de photographe et Bernard pour ses recherches d'articles dans le Courrier Picard. En espérant vous avoir intéressé, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, merci Anaïk pour cet exposé très, très complet, un grand voyage dans le temps, tout en restant dans les murs d'un seul bâtiment industriel, en fait, une grande aventure. Merci aux moyens techniques d'AZ Communication de nous avoir permis la retransmission de cette conférence via notre page Facebook et via la chaîne YouTube Tincourt TV. Et avec le comité des sages, je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence, la dernière conférence de l'année universitaire 2020-2021,
Cette conférence aura lieu le vendredi 2 avril à 20 h. Alors on va complètement changer de thème, on va complètement changer d'univers, puisque c'est M. Jean-Loup Leguet, qui est conservateur au musée d'Amiens et vice-président de la Société des antiquaires de Picardie, qui viendra nous parler d'un tableau célèbre, vraiment très célèbre, peint par Géricault, le radeau de la Méduse, c'est un tableau du 19e siècle dont la copie à taille réelle se trouve au musée d'Amiens. Donc une conférence d'histoire de l'art qui promet très certainement d'être passionnante. Et bien écoutez, à la prochaine fois, bonne soirée, rendez-vous le vendredi 2 avril, à bientôt, merci à tous.